Et Thomas Koster qui nous rejoint à distance depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. On se parle tous les lundis, c'est l'époque de fin d'année qui le veut, l'exercice traditionnel des prévisions économiques pour l'an prochain. Thomas, quelle est l'histoire forte de l'économie américaine pour 2022 selon vous Thomas ? Alors il y a vraiment 4 paramètres que l'on regarde. Le premier, c'est évidemment Covid-19. Deuxième, le monétaire. Le troisième, c'est le budgétaire. Et le quatrième, c'est l'épargne accumulée. Le thème l'année prochaine s'articule surtout, alors si on fait abstraction du coronavirus pour un moment, mais ça s'articule surtout autour de l'épargne accumulée. On est, pour les ménages américains, je le rappelle, à plus de 2500 milliards de dollars d'épargne accumulée, et on pense que cette épargne accumulée peut être en partie dépensée en 2022 et ça peut compenser le retrait de l'impulsion budgétaire et monétaire qu'on verra certainement l'année prochaine. Donc un scénario où une croissance qui va en ralentissant, mais quand même croissance résiliente d'après nous. Donc pour vous donner un chiffre, on a 3,4% de croissance pour les États-Unis l'année prochaine. Ouais, 3,4%, bon, ce qui est peut-être un petit peu inférieur au consensus aujourd'hui. Je ne sais pas, Thomas, j'ai vu que Goldman Sachs avait encore un petit peu abaissé. On a en tête, oui, c'est ça, 4% peut-être pour le consensus sur la croissance américaine l'an prochain, c'est ça, Thomas ? Tout à fait, voilà, avec un peu plus de prudence sur la mesure dans laquelle les ménages vont dépenser l'épargne accumulée. Nous, on s'attend plutôt à une dépense lente, mais quelque part maintenue sur la durée. Donc la question, c'est en effet, quelle est votre prévision pour cette mobilisation de l'épargne ? Évidemment, le deuxième facteur un peu plus court terme, c'est la question des goulets d'étranglement dans les chaînes de production, puisque si ces goulets d'étranglement s'arrêtent, on peut avoir une demande qui se remet en place assez rapidement, mais ça peut être aussi un effet, quelque part un peu un effet immédiat, mais aussi un effet qui s'évanouit ensuite par la suite. Donc ça va être pas être évident de mettre quand est-ce qu'on met exactement la fin de ces goulets d'étranglement. C'est aussi la question clé pour le chiffre du PIB l'année prochaine. Très intéressant effectivement de comprendre les variables là, qui sont importantes à suivre pour vous économistes. Donc effectivement, à quel rythme la surépargne Covid va-t-elle être réinjectée dans l'économie ? Ça nous amène au sujet de la confiance quand même, Thomas. C'est-à-dire pour réinjecter, pour désépargner, il faudra quand même que les ménages américains soient en confiance, que ce soit vis-à-vis du marché du travail ou vis-à-vis de l'inflation, qui est devenu le sujet politique majeur aux États-Unis. Est-ce que le ménage américain aura confiance dans la gestion du marché du travail et dans la gestion de l'inflation l'an prochain par les autorités américaines ? Alors si on regarde déjà dans le rétroviseur, on voit que les ménages américains ne se sentent pas bien d'après les enquêtes, mais ils continuent à consommer de façon abondante. Donc on a une très forte consommation, et en particulier sur les biens. Donc quelque part, si on regardait juste les indicateurs de confiance des consommateurs, on aurait fait fausse route ces derniers mois. Donc moi j'aurais tendance à être un peu temporiser ces indicateurs de confiance qui sont en effet peut-être trop guidés par l'inflation et l'inflation perçue, mais qui, à mon avis, ne mettent pas assez en valeur cette épargne accumulée. Donc évidemment, il faudra continuer à regarder cette confiance des consommateurs, mais on sent que la confiance est un peu trop... il y a un peu des distorsions liées à l'inflation et à cette perception de l'inflation, et aussi au côté politique autour de cette inflation, avec le gouvernement Biden qui est vu assez sévèrement. Mais voilà, encore une fois, le consommateur américain continue de dépenser. Sur le marché du travail, on voit les voyants sont encore au vert. Et autre chose importante, le robinet du crédit continue à couler de façon abondante aux États-Unis, notamment sur les cartes de crédit. Donc ça aussi, c'est un signal assez positif pour la consommation. Conclusion de tout ça, sur le plan de la politique monétaire, Thomas, vous dites que en menant 3 hausses de taux en 2022, la Fed n'entraverait pas la bonne course de l'économie américaine. Tout à fait. Encore une fois, il faut regarder la politique monétaire contre là où est l'économie. L'économie est quand même en bonne forme. On a un taux de chômage qui, rappelons-le, est à 4,2%. Alors, certes, on peut discuter sur le taux d'activité ou le taux de participation, mais quand même, on a une économie qui est quasiment revient à son potentiel. Donc, c'est le moment, quelque part, de resserrer la politique monétaire. Or, en fait, la Fed, si on regarde ce prisme-là, la Fed est quelque part en retard par rapport au cycle économique, et 3 hausses de taux restent relativement, alors j'insiste sur le mot relativement, mais relativement inoffensive par rapport à l'état de l'économie qui se porte quand même très bien et qui est de retour au potentiel, voire même le marché de l'emploi qui
entre une zone de plein emploi. Il semble que le variant Omicron, quand même, rende peut-être un peu plus difficile les conversations de banque centrale pour la semaine prochaine, hein, puisqu'on aura des grandes réunions. Il y a déjà des réunions cette semaine, mais la semaine prochaine marquera les réunions de la Fed, bien sûr, de la Banque centrale européenne ou encore de la Banque d'Angleterre. Comment est-ce que le variant Omicron s'invite dans l'équation de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à ce stade, Thomas ? Oui, ce qui est intéressant, c'est de noter que pour l'instant, les membres de la Fed voient deux choses, un peu plus de risque haussier sur l'inflation, et évidemment un risque plutôt baissier pour la croissance, mais ils ont l'air de mettre plus l'accent sur les risques haussiers sur l'inflation. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on semblerait que Omicron pourrait les laisser sur cette voie plus hawkish, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les membres de la Fed ont vraiment peur que des effets de second tour de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation des prix se transmet aux salaires, se transmet aux attentes, aux anticipations d'inflation, et qu'il y ait donc une inflation qui se poursuive. Or, voilà, cet intérêt pour l'inflation, ce focus sur l'inflation fait que la Fed pourrait rester hawkish à court terme et donc continuer cette rhétorique d'une potentielle accélération de la fin du QE. Sur le marché du travail, Thomas, quel est le niveau de tension aujourd'hui ? Vous l'avez souligné, effectivement, le dernier rapport montre du côté de l'enquête des ménages un taux de chômage à 4,2%. On n'est pas très loin des plus bas historiques. On avait vu 3,5% lors des précédentes années. Il y a une grande question sur qui participe ou qui ne participe plus au marché du travail américain. On a vu sur le rapport du mois de novembre une légère remontée du taux de participation à 62,8%, je crois, Thomas. Est-ce que vous estimez qu'au cours de l'année 2022, le marché du travail américain puisse encore réattirer une partie de ceux qui n'y participent plus ? Oui, alors d'après moi, le vrai sujet, c'est en fait l'immigration aux États-Unis. Ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus, c'est que l'immigration s'est quasiment arrêtée. Or, on sait que c'est un peu l'huile dans les rouages du marché du travail américain. Là, ce qu'on a vu sur les derniers chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une forte poussée de l'immigration, que moi je regarde à travers l'estimation du nombre de personnes qui sont nées à l'étranger aux États-Unis. Mais bref, on a vu quand même donc, cette immigration remonter très fortement. Alors là, par contre, avec le risque Omicron, on pourrait penser que cette immigration pourrait potentiellement décélérer dans les prochains mois si les frontières se mettent à se fermer à nouveau. Mais j'ai quand même bon espoir que si on fait abstraction de Omicron plus tard dans l'année 2022, que l'immigration revienne et que ça redonne un peu de l'huile dans les rouages du marché du travail américain qui, selon moi, est tendu à l'heure actuelle, y compris pour des raisons structurelles, notamment le départ en retraite en masse et aussi des nouvelles attitudes par rapport au travail. Oui, effectivement, nouvelle manière de travailler. Et de ce point de vue-là, je veux dire, la poussière n'est peut-être pas complètement retombée avec une pandémie qui reste malgré tout présente dans nos vies quotidiennes. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui était avec nous pour cet éclairage macroéconomique américain chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Thomas qui est économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. La semaine commence bien sur les indices européens. On se retrouve ce soir en direct pour la suite des épisodes à 17h sur Bismart.